Alors, bonjour à tous, je suis en compagnie de Jean-Jacques Nerden, qui est représentant des salariés au comité d'entreprise et délégué syndical de 60 millions de consommateurs. Bonjour. Bonjour. Et de Lionel Mauguin, représentant des salariés au conseil d'administration de 60 millions de consommateurs. Alors, nous sommes là, messieurs, pour parler de votre entreprise, de votre média, 60 millions de consommateurs, qui est anciennement 50 millions de consommateurs, qui est donc un magazine appartenant à l'Institut national de consommation, l'INC, de service public, qui est réalisé par des journalistes professionnels et qui travaille en étroite collaboration avec des ingénieurs, des juristes, des économistes et des documentalistes de l'INC. Alors, vous avez un magazine mensuel et plusieurs hors-série, et vous revendiquez 100 000 abonnés et des ventes en kiosque dont vous nous indiquerez le niveau. Mais alors, première question, est-ce que vous pourriez nous expliquer si l'INC et 60 millions de consommateurs est financé par l'État ou pas, combien de journalistes environ vous avez et combien de tests en laboratoire vous faites à peu près par an? Donc à la rédaction, on est une vingtaine de journalistes. Il y a 5 rédacteurs. Et puis combien de tests on fait par an? Une trentaine, un peu plus de 30 tests chaque année qui sont publiés dans le mensuel. Et pour compléter la réponse, l'INC et 60 millions de consommateurs sont effectivement liés. L'INC est l'éditeur, l'établissement public qui édite 60 millions de consommateurs, mais nous avons une comptabilité extrêmement séparée, une comptabilité analytique, et donc l'activité presse de l'INC, c'est-à-dire la revue 60 et les hors-séries, s'autofinancent depuis qu'ils existent, c'est-à-dire depuis 40 ans, sauf l'année dernière, en 2010, et probablement cette année en 2011, où il y a eu quelques déficits, mais très, très petits par rapport à tout ce qu'on a gagné dans les années précédentes. Très bien. Alors on va y venir évidemment, puisqu'on est là parce qu'il y a un petit problème, disons. Et avant d'y venir, vous existez donc depuis longtemps, je l'ai dit, et Rue 89, le magazine en ligne, a consacré une tribune le 22 septembre dernier sur tout ce que votre magazine a révélé depuis qu'il existe. Alors ça va des chèques payants en 2000, que vous avez empêchés, donc les chèques sont encore gratuits grâce à votre action, aux céréales contaminées par les mycotoxines, c'était en 2003, au peu de fiabilité des éthylotests, c'était en 2006, hausse de prix en 2008 qui avait fait réagir le gouvernement. Bref, est-ce que vous pouvez nous dire le scoop dont vous êtes le plus fier? Il y a beaucoup de choses, hein. C'est pour ça qu'on a fait une sorte de best-of, effectivement, pour montrer à quoi sert 60 millions de consommateurs. Je pense qu'à chaque fois qu'on a dénoncé des faits qui ont ensuite été soit corrigés par une loi, soit réprimés par la répression des fraudes, on a valorisé notre travail. Quand on sort que les éthylotests ne sont pas fiables, ou quand les détecteurs de fumée ne sont pas fiables, ce qui implique des graves problèmes de sécurité, on oblige les industriels, les fabricants et l'administration française à revoir leurs copies et à nous faire des produits qui fonctionnent. Donc c'est ça finalement le but ultime de 60 millions de consommateurs au sein de l'Institut national de la consommation. C'est de faire progresser les produits et les services au service des consommateurs et aussi les informer sur leurs droits et sur leurs pouvoirs. Et donc l'enquête dont vous êtes la plus fière, ce serait laquelle? Alors on peut prendre différents critères. Celle qui a le plus vendu, c'est quand on a dénoncé les profiteurs de l'euro. On a été les premiers à dénoncer les industriels et les distributeurs qui profitaient du passage à l'euro pour augmenter les tarifs. Moi, à titre personnel, celle dont je suis le plus fier, c'est peut-être une enquête dont on a peu parlé. On avait envoyé des gens quasiment surendettés se faire prêter des grosses sommes dans les grandes surfaces par des cartes de fidélité. Et on sait que cette enquête de clients mystères a déclenché ce qu'on a appelé la loi Lagarde derrière. Et depuis, les prêteurs sont tenus à vérifier la solvabilité des emprunteurs. Donc ça, c'est un vrai progrès récent. Très bien. Alors, après 40 ans de bons et loyaux services, et là je m'adresse à vous, monsieur Nerden, votre magazine risque la privatisation. Pourquoi et pourquoi est-ce que vous êtes contre ce projet?
Alors pourquoi on risque la privatisation? Tout simplement parce que le directeur, le président du conseil d'administration et la tutelle, c'est-à-dire le secrétariat d'État à la consommation, M. Lefebvre, Frédéric Lefebvre, ont décidé que, comme je l'expliquais il y a quelques minutes, puisqu'on a été un petit peu en déficit en 2010 et probablement en 2011, il n'y avait plus qu'une seule solution, c'était d'adosser l'activité de presse au secteur privé. Or, ce journal, depuis 41 ans qu'il existe, depuis 1970, oui, ça fait bien 41 ans, a toujours dégagé des bénéfices, a toujours permis justement à l'autre partie de l'établissement, c'est-à-dire l'activité de service public, de faire plus que ce qu'elle pouvait faire avec la subvention, parce qu'il y a effectivement une subvention qui est votée chaque année par le Parlement pour réaliser les activités de service public de l'établissement, mais cette subvention ne sert absolument pas au journal. Le journal est autonome financièrement, et de temps en temps, c'est grâce à lui qu'on peut faire plus de services publics. Alors, les activités de service public de l'INC, c'est former les organisations de consommateurs, les militants des organisations de consommateurs, c'est faire des émissions de télévisées qui s'appellent Consomac sur des chaînes de service public, France 2, France 3, France 5, France 4, France O, etc. C'est organiser, oui, je l'ai dit, des stages pour les organisations de consommateurs, et puis c'est aussi réaliser des fiches pratiques, des fiches techniques à la disposition de toutes les organisations de consommateurs, du public qui vient nous voir ici. Bref, tout ça, c'est service public. Et puis c'est aussi le site portail de la consommation qui s'appelle conso.net. Ça aussi, c'est une mission de service public. L'activité presse, elle est autonome. Enfin, elle n'est pas autonome parce qu'on utilise bien entendu les ingénieurs, les juristes, les économistes et les documentalistes de l'INC. Mais l'activité presse, elle se finance. Il y a un coût de revient, et puis il y a des charges et il y a des produits, si vous voulez. Et jusqu'à présent, ça marchait. En 2010, ça n'a plus marché. Et pourquoi ça n'a plus marché? Simplement parce que depuis 1 an et demi, 2 ans, la direction, peut-être sur instruction de son ministre de tutelle, a décidé d'arrêter toute politique de promotion des ventes. En particulier la politique de recrutement des abonnés, et on sait bien qu'il y a une érosion naturelle du portefeuille d'abonnés. Si on ne recherche pas de nouveaux abonnés, on sait que tous les ans, il y a 7, 8, 10% des abonnés qui s'en vont, qui nous quittent. Donc il faut les remplacer par des nouveaux abonnés. Pour les trouver, il faut faire des campagnes, il faut envoyer des centaines de milliers de prospects, de mailings, de lettres de recherche d'abonnés pour en retrouver 10 000, 15 000 tous les ans. Or, depuis 2 ans, calme plat. On ne fait plus de campagne de recrutement. Donc du coup, effectivement, il y a moins d'abonnés, donc notre chiffre d'affaires a baissé, donc on a eu des pertes. Et donc, devant cette situation, au lieu de dire on utilise les réserves, parce qu'il y a des réserves quand même, puisqu'on a gagné plein d'argent les années précédentes, il y a des réserves. Quel ordre à peu près? Les réserves sont d'environ 3 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas rien. Et vous l'avez en trésorerie, ça, aujourd'hui? Ça devient compliqué là, parce que la comptabilité publique c'est plus compliqué que la comptabilité privée. Ouais. Donc on sait qu'on a 3 millions d'euros, on ne peut pas disposer des 3 millions d'euros en totalité, mais au moins de 2 millions environ, pour justement, et nous depuis 2 ans au conseil d'administration et au comité d'entreprise, on a de cesse de dire au directeur, mais continuez à faire des mailings, refaites des mailings. Au lieu de ça, non, la conjoncture n'est pas favorable, on sait que si on fait des mailings, ça ne va pas nous rapporter suffisamment d'abonnés, donc ce serait un investissement à perte. Nous, on dit non, il fallait continuer à le faire. Et les faits nous donnent malheureusement raison, puisque aujourd'hui on a effectivement 15 000 abonnés de moins qu'il y a 1 an et demi, et devant cette situation, la seule solution du pouvoir, c'est de dire il faut privatiser parce que seul un investisseur privé aura suffisamment d'argent pour relancer la machine. Et tout ça résulte d'un audit qui a été fait il y a maintenant 2 mois. Et cet audit, lui, part du postulat que la logique de service public, la culture de service public, ce sont les propres mots qui se trouvent dans cette étude, la culture de service public qui sous-tend toutes les activités de l'INC, elle est achetée à la poubelle. Et qu'il faut la remplacer par une logique de rentabilité et de profitabilité. Donc c'est une position idéologique qui finalement sous-tend, on ne part pas des mauvais chiffres pour dire on va privatiser, on dit de toute façon culture du service public terminée, on balance, et il faut gagner de l'argent. Ce n'est pas notre culture à l'INC, effectivement, les salariés qui travaillent à l'INC depuis des années ou même depuis récemment sont attachés à la mission de service public de cet établissement, que ce soit les activités proprement service public ou la revue, parce qu'on n'est pas seulement un journal d'information, on est un journal qui rend service à nos lecteurs. Lionel l'a très bien expliqué, quand on dénonce
les gens qui sont surendettés, qui continuent à se faire refiler des crédits, qui vont les noyer complètement. Quand on fait des essais comparatifs sur les lave-linges ou les téléphones portables, ou sur les problèmes qu'on rencontre avec ses banques, son assurance ou ses fournisseurs d'accès, tout ça c'est rendre service à nos lecteurs. C'est pas seulement l'informer, c'est lui rendre service. Et donc ça, c'est une mission à laquelle on est très attaché. Là, vous avez plusieurs originalités, et parmi elles, le fait que vous n'avez pas de publicité. Donc on peut comprendre pourquoi. Mais dans le cadre d'une privatisation, seriez-vous hostile à la publicité de produits que vous ne testeriez pas, par exemple ? 60 millions de consommateurs, c'est un journal consumériste. Il y en a partout dans le monde, dans chaque pays du monde, même des pays pauvres, en Afrique. Partout dans le monde, vous trouverez un journal consumériste. Et le journal consumériste, par définition, n'a pas de publicité. Parce qu'effectivement, on ne peut pas d'un côté tester des produits ou des services, puis de l'autre, éventuellement accueillir en publicité les mêmes prestataires. Vous comprendriez bien que les lecteurs ne s'y retrouveraient pas. Quand le lecteur achète 60 millions de consommateurs ou s'y abonne, le contrat de lecture est clair. Il veut de l'information indépendante, libre de toute pression économique et politique, et en même temps une information extrêmement rigoureuse, voire quasiment austère quand on parle de subtilité juridique. Donc le contrat de lecture, il est clair, il est clair en France avec Que choisir et 60, mais il est clair partout en Europe et dans le monde. Pas de publicité et une mission d'essai comparatif de produits et de services libres. Très bien. Alors, dans un article qui est paru le 14 septembre 2011, dans Libération, il est expliqué que, je cite, « Certains à la rédaction soupçonnent les enquêtes de 60 millions sur le thème de la vie chère et de l'emballement des étiquettes de hérisser leur employeur, à savoir l'État. » Donc, quand vous dites que vous voulez garder votre indépendance, en n'étant pas privatisé, est-ce que vous êtes vraiment libre de l'État, par exemple ? La preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'État nous cherche des noises, comme l'a très bien expliqué Jean-Jacques. Le problème n'est pas économique, le problème est autre. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en 2008, effectivement, et bien malgré nous, parce que nous, on faisait simplement notre boulot, on a publié une liste noire des prix qui flambent, qui a mis, alors là, pour le coup, le feu dans les médias et par conséquent au gouvernement. Avant même qu'on soit en kiosque, il y avait une réunion de crise à Matignon. Moi, je me rappelle de Christine Lagarde qui avait le 60 et qui vérifiait nos prix au carrefour du coin. Donc c'était absolument incroyable. Et on sait, source sûre, que ça a profondément hérissé le secrétariat d'État de l'époque, qui s'appelait Luc Châtel. Et on sait que notre direction s'est fait largement taper sur les doigts à l'époque. Et bon, voilà, et conséquence ou pas, en tout cas, l'année d'après, le budget a été voté avec une amputation des campagnes d'abonnement. Donc, voilà. Alors, Luc Châtel, maintenant, qui est porte-parole de l'Élysée, je crois. Donc, il est ministre de l'Éducation. Il est ministre de l'Éducation. Il n'est plus porte-parole de l'Élysée ? Non, c'est plus lui, non. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Ah bah non. Pécresse ? Non, c'est Valérie Pécresse, pardon. Ça tourne beaucoup. Mais alors, j'entends ce que vous me dites, et en même temps, est-ce que vous pouvez tester la qualité, je ne sais pas si vous faites des tests sur les cantines scolaires, par exemple, ou les maisons de retraite, les prisons, etc. Tout ça dépend de l'État, donc est-ce que vous pouvez les tester en toute indépendance ? Alors, moi, je peux répondre, mais dans les 60 millions de consommateurs, évidemment, il y a les détenus, il y a les enfants, et puis il y a les personnes âgées en maison de retraite. Sur les 3 sujets que vous avez cités, et qui sont très intéressants, effectivement, on a fait plusieurs fois des enquêtes sur la qualité de la nourriture dans les cantines scolaires, sur la qualité de la nourriture ou de la non-nourriture, là, pour le coup, dans les maisons de retraite. Et il y a même, on vient de faire 2 papiers sur le problème de la surfacturation des produits alimentaires auprès des détenus en dehors de leur ordinaire. Donc effectivement, tous les sujets sont abordés, qu'ils fassent plaisir au pouvoir en place. Enfin, c'est pas notre... Voilà. Vous êtes indépendant, donc indépendamment de la publicité qui pourrait être passée, vous pourriez rester indépendant, non ? Vous avez trop peur des pressions qui pourraient peser sur vous en tant que journaliste ? Non, c'est pas ça, c'est un contrat de lecture. Ouais. Un journal consumériste ne peut pas avoir
de publicité, sinon il perdrait ses lecteurs. Les lecteurs, ils achètent non seulement les informations qu'il y a dans le journal, mais ils achètent la liberté avec laquelle on écrit. Donc c'est pour ça que ça marche. Si on avait de la publicité, il y a fort à parier qu'on perdrait beaucoup de lecteurs, et par là même, qui croiraient, à tort ou à raison d'ailleurs, qu'on a perdu une partie de notre indépendance. Oui, parce que d'autres médias ont de la publicité, la plupart des autres d'ailleurs, et pourtant on ne les soupçonne pas forcément d'être en collusion avec les sociétés dont ils parlent. Oui et non. Les Échos, la Tribune parlent de sociétés à longueur de temps, ils ont de la publicité. Oui, mais ils ne testent pas des produits. Oui, mais enfin ils parlent en bien ou en mal des sociétés. Comment peut-on imaginer, supposons qu'on soit privatisé, ce que je ne souhaite pas évidemment, ce que personne ici ne souhaite. Comment peut-on imaginer, s'il y a de la publicité dans les colonnes, que le service de publicité qui est là pour ramasser des pages de pub ne passerait pas de temps en temps des coups de fil à la rédaction pour dire « Dis donc Coco, tu sais que j'ai un gros contrat avec SFR, je crois que vous faites un essai sur les portables ou sur les contrats, sur les abonnements le mois prochain. J'espère que vous n'allez pas démolir complètement mon client qui va nous rapporter 200 000 euros sur 3 mois. » C'est inévitable, c'est inévitable. Et voilà. C'est ce qui se passe déjà dans la presse classique, disons. Dans la presse classique, est-ce qu'ils résistent tous? Je ne suis pas persuadé. C'est leur métier après. Je ne suis pas persuadé que dans les revues féminines, par exemple, les soi-disant tests qui sont faits sur les crèmes ou les à bronzer ou les trucs à se passer la nuit, etc., soient faits dans les mêmes conditions que nous. Nous, on les fait dans des conditions extrêmement rigoureuses, et c'est ça qui fait notre force. Alors que je pense que dans les journaux féminins, pendant 3 jours, la rédactrice chargée de faire ça se met tartine de crème et après elle fait son papier. On ne fonctionne pas de la même manière. Et ça, c'est des produits qu'ils reçoivent en échantillon. Nous, on achète tous nos produits. C'est ça aussi qui coûte cher. C'est qu'on achète tous les produits qu'on teste anonymement, comme vous, quand vous achetez dans une grande surface ou à la Fnac chez Darty. Nous, on les fait acheter par un service d'achat et ensuite on les fait tester par des laboratoires qui leur font subir les derniers outrages, si je puis dire, alors qu'on sait bien que dans les magazines qui font semblant de faire des tests, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'un investisseur privé, s'il venait à acquérir 60 ou à participer grandement au capital de 60, conserverait les méthodes de travail qui sont les nôtres, c'est-à-dire cette rigueur qui est pesante pour nous aussi, mais qui fait notre force justement auprès des lecteurs qui ont confiance en nous. Et alors je termine sur cette question, mais donc vous n'avez jamais reçu de pression de l'État, et si vous en aviez reçu, vous auriez résisté, puisque vous êtes plus proche de l'État, disons, que des marques. Si, on a reçu, moi personnellement j'ai reçu des pressions a priori et a posteriori de l'État, puis d'autres organismes, mais c'est vrai que quand on parle de pouvoir d'achat en annonçant des choses qui sont contraires à ce qu'on annonce officiellement, on s'expose à des problèmes. Mais enfin, il n'y a pas que l'État qui fait pression. Alors nous, on a cette spécificité, quoi. Des fois, il y a le ministre qui prend son téléphone puis qui appelle notre directeur. Mais enfin bon, on résiste jusqu'à maintenant. Mais enfin, il y a d'autres types de pression comme... Et donc, vous pensez que ce serait pire avec le marché, quoi, avec la publicité? La pression serait d'une autre ça nature? n'existerait pas. Enfin, 60 privatisés, ça ne ressemblerait pas à ce qu'on a aujourd'hui. Le journal privatisé perdrait son identité. Comme l'a très bien expliqué Lionel, on a un contrat de lecture. Donc, imaginez que les lecteurs qui nous font confiance aujourd'hui pourraient encore nous faire confiance demain avec des pages de pub, enfin disons 10% de pub dans le journal, mais c'est plus imaginable parce qu'ils penseraient que tout ce qu'on raconte sur les produits dont on a vu la pub le mois d'avant ou qu'on verra le mois d'après, c'est faussé, c'est faussé, à tort ou à raison. Et donc ce serait la mort à terme de ce journal, c'est tout. Une privatisation ne peut pas aller sans publicité selon vous? La publicité, c'est ce qui fait généralement vivre les journaux, sauf effectivement, on est 4 en France à ne pas avoir de publicité, mais c'est des fortes ventes. Le Canard enchaîné, ça marche très bien. Que choisir? Alors c'est un autre problème. Que choisir, c'est une association loi 1901. On peut en parler justement? Allons-y. Parce que j'ai noté que votre principal concurrent, donc l'UFC Que Choisir, est une association, donc comme vous le disiez, de loi 1901. Bon, il détient à peu près 75% du marché et n'a pas de publicité non plus, donc. Et par contre, vit uniquement de ses recettes liées aux abonnements, aux ventes au numéro, comme vous. Donc, est-ce que finalement l'associatif n'est pas le vrai secteur indépendant, n'est pas la vraie manière d'être à la fois indépendant du marché et de l'État?
C'est possible, on va répondre tous les deux, on va faire un petit dialogue. C'est une vraie question, Oui, oui, non, mais c'est possible, bien sûr que Choisir existe depuis un peu plus longtemps que nous, depuis 45 ans, je crois à peu près, nous, ça fait 40 ans. Que Choisir est une association, loi de 1901, c'est l'Union fédérale des consommateurs, et que Choisir, par ce statut d'association, effectivement, peut, à la différence de nous, emprunter pour investir. Nous, dépendants d'un établissement public, il faut que nos comptes soient à l'équilibre au 31 décembre. C'est-à-dire qu'un sou, un euro investi, doit avoir rapporté 1 euro à la fin de l'année. Or, on sait bien que l'investissement, le retour sur investissement, surtout dans la presse, ne se fait pas en 1 an, mais se fait sur 2 ans, voire 3 ans. C'est-à-dire que quand on envoie des mailings pour recruter des abonnés, qu'on arrive à en recruter 10 000, la première année, il ne nous rapporte rien. Mais, comme il ne nous rapporte rien, on serait en déséquilibre. Donc, on ne peut faire des mailings que des petits mailings, alors que Choisir, eux, depuis 15 ans, ils font des mailings gigantesques, parce qu'ils ont emprunté au milieu des années 90, ils ont emprunté énormément d'argent pour se développer, ce que nous, on n'a pas pu faire. Et donc ça leur a permis d'avoir une croissance extrêmement rapide et importante, puisqu'ils ont aujourd'hui à peu près 400 000 abonnés, je crois, c'est-à-dire près de 4 fois plus que nous. Donc c'est extraordinaire, c'est très bien pour eux, mais c'est leur statut qui permet ça. Alors est-ce que 60 millions pourrait devenir une association? Il faudrait trouver, cela dit, des gens qui soient prêts à investir. C'est pas. Alors on peut aussi imaginer une coopérative ouvrière, par exemple, pourquoi pas, mais ça c'est nous. Mais est-ce qu'on a l'argent? Je pense pas, malheureusement. Ce serait trop beau. Mais bon, on ne sait pas. Pour l'instant, nous, la seule solution qu'on voit, c'est de rester effectivement dans le giron du secteur public, qui a fait pendant 40 ans la preuve de son efficacité, tant du point de vue du service rendu au lecteur que du point de vue économique, puisque pendant 40 ans, on a gagné de l'argent. Donc c'est possible, à condition que la direction de cette maison y mette les moyens et ne mette pas au contraire des bâtons dans les roues. Et justement, les 2 millions d'euros que vous avez de disponibles, vous ne pourriez pas vous en servir pour créer cette association? Mais les 2 millions d'euros, ils ne nous appartiennent pas. D'accord. Ils appartiennent à l'établissement public, c'est-à-dire à l'État. Donc je ne sais pas, on espère un jour se mettre autour d'une table avec toutes les parties prenantes, le conseil d'administration, le directeur, voire Frédéric Lefebvre, pour justement trouver une solution qui ne soit pas celle qui est pour l'instant, qui semble être celle préférée par tous ces gens-là. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Monsieur Mauguin, vous voulez répondre aussi? Oui, juste pour dire plus généralement au-delà de la France, le journal consumériste est dans le monde à 2 modèles possibles. Soit effectivement une association de consommateurs qui édite son journal, c'est le cas de Que Choisir, ou alors c'est un office public de la consommation, comme nous, ou comme en Allemagne. En Allemagne, Stiftung Warentest, ce qui est le grand journal consumériste allemand, est édité par l'équivalent de l'Institut national de la consommation en France. Il y a ces 2 modèles-là. Alors, si on doit trouver quelques petites différences entre nous et Que Choisir, c'est que nous, on a comme mission, qui est décrétée, d'informer le grand public sur les problèmes de consommation. C'est notre mission. Alors on essaie de le faire le plus objectivement possible, tout en gardant effectivement l'optique de défense du consommateur, mais on essaie de donner une information complète et objective du consommateur, alors que Choisir est une association qui a un point de vue, qui défend le consommateur et qui peut porter plainte. Rester en justice. Rester en justice, exactement. Plainte contre les professionnels. Ce qui n'est pas votre cas. Nous, on est soi-disant, entre guillemets, payés pour donner de l'information au plus grand nombre de Français. C'est un peu la mission initiale de l'Institut et on entend rester dans le cadre de cette mission. Alors, juste pour finir sur la publicité, parce qu'on a avancé comme possible solution à nos soucis d'accepter la publicité institutionnelle, c'est-à-dire les grandes causes humanitaires ou bien les choses d'intérêt collectif. C'était ma question de tout à l'heure, qui n'ont rien à voir avec ce que vous testez. Le problème, c'est que là encore, c'est des sujets qui nous intéressent. On a fait des enquêtes sur les problèmes de détournement de fonds dans certaines associations humanitaires. Problème, je ne sais pas, il y a quelques années, il y a eu des catastrophes. Le tsunami, qui avait apporté beaucoup d'argent aux associations parce que les Français avaient été largement sensibilisés.
Et après, on a découvert qu'il y a beaucoup de cet argent qui avait été détourné à d'autres fins que de venir en aide aux gens qui avaient souffert du tsunami. Donc ça, on l'avait raconté dans ce consommateur. Est-ce qu'on aurait pu le faire, sachant qu'il y avait une pub d'une association tout à fait bonne et généreuse à côté? Non, ça ne souffre malheureusement d'aucune exception. C'est un journal sans publicité et ça le restera. Alors dernière question, vous avez lancé donc une pétition pour que les Français soutiennent votre cause. Au moment où nous enregistrons, vous êtes à un peu plus de 6000 signatures pour 100 000 lecteurs, je le rappelle. Donc comment est-ce que vous estimez ce résultat pour l'instant? Écoutez, ça fait seulement un peu plus d'une semaine que la pétition est lancée. On l'a fait un petit peu chacun en envoyant chacun d'entre nous et des gens d'extérieur, quelques gens d'extérieur, en envoyant à tous nos contacts, et puis par des réseaux. Donc moi je pense que 6000, enfin on est à 6003 maintenant, là, à l'heure où on parle, c'est plutôt pas mal. Ça fait près de 1000 par jour. Ça fait presque 1000 par jour, c'est pas mal. On espère, alors, le but de cette pétition, c'est de montrer au conseil d'administration qu'il y a une prochaine réunion le 9 novembre, et c'est là que la décision définitive, entre guillemets, devrait être prise concernant le statut de l'INC et en particulier de 60 millions de consommateurs. Le but, c'est de montrer au conseil d'administration que plusieurs dizaines de milliers, je l'espère, mais au moins 10 000 en tout cas, et puis on va utiliser d'autres moyens, mais enfin je peux peut-être pas vous les dire aujourd'hui. Là il y a la médiatisation, et vous en êtes la preuve, mais on a donné des interviews dans plein de radios, bientôt à la télé, on a parlé de nous dans la presse écrite, et donc de montrer au conseil d'administration que nombreux sont les gens qui sont sensibilisés à ce problème, et qui ne souhaitent pas la privatisation de ce journal parce qu'ils y voient une perte d'identité, une perte d'indépendance. C'est ça. C'est donc un moyen de pression comme un autre. On est effectivement dans un conflit avec le directeur et avec le cabinet du ministre, il faut le dire clairement. Les salariés de l'INC sont inquiets, c'est pas pour rien qu'ils ont signé à 75% une motion qui disait non à la privatisation, et c'est pas pour rien non plus qu'ils ont envahi, une quarantaine de salariés ont envahi le conseil d'administration lors de sa dernière réunion, le 15 septembre, et tout ça a fait déjà freiner un petit peu le conseil d'administration, parce que le conseil du 15 septembre dernier, il était, à mon avis, joué d'avance dans leur esprit. C'était on y va, à fond la privatisation. Ils ont freiné un petit peu, ils ont pris la décision au 9 novembre pour continuer à étudier, discuter. Il va y avoir des groupes de travail à partir de la semaine prochaine, parce qu'ils se sont rendus compte que ça n'allait pas se passer aussi facilement que ça, et même au sein du conseil, plusieurs administrateurs, dont les représentants des organisations de consommateurs, ont dit oh là là, Altola, où est-ce qu'on va quoi? Donc on va continuer effectivement notre campagne de pétition, notre campagne de médiatisation. On va prendre probablement contact avec les groupes politiques, etc., pour essayer de faire valoir notre point de vue qui sera toujours le même. Alors vous me tendez la perche sur une dernière question, mais les groupes politiques, donc d'ici là on est en pré-campagne électorale, est-ce que vous verriez d'un bon œil qu'un ou plusieurs candidats à la présidentielle, même vous ne souhaitez pas être identifié politiquement, évidemment, mais si l'un ou l'autre dit que voilà, vous méritez votre indépendance selon les termes qui sont les vôtres, est-ce que vous accepterez ces soutiens? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ça, c'est évident. Si l'un des candidats à la primaire socialiste, ou le futur candidat socialiste, ou Europe Écologie Les Verts, ou pourquoi pas le centriste Borloo, si c'est lui, ou Villepin, ou Nicolas Sarkozy, mais enfin bon, je pense pas, parce que il n'est pas encore en campagne. Oui. Il n'est pas encore en campagne déjà, et puis bon, c'est un ministre de son gouvernement qui est notre tutelle, donc ça m'étonnerait, mais bien sûr, nous acceptons tous les... On n'a pas fini le tour de l'échiquier politique. Ah oui, Marine Le Pen, oui. Entre autres, et puis Bayrou, vous n'avez pas parlé de Bayrou. Ah oui, j'ai pas parlé de Bayrou, j'ai dit les centristes d'une manière générale. Oui. Mais oui, bien sûr, tous les soutiens sont les bienvenus, à condition qu'ils soient sur le raccord avec ce qu'on pense, bien sûr, oui. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on n'a pas eu des problèmes qu'avec la droite. On a eu des problèmes avec la gauche. Moi, je me rappelle très bien, au moment du passage à l'euro, donc j'évoquais en 2001, c'était Fabius, ministre de l'économie, et Patria, qui était secrétaire d'État à la consommation. Et Patria a quand même organisé une conférence de presse uniquement pour débiner notre enquête sur les europrofiteurs.
Donc, et puis je me rappelle très bien des pressions qu'on avait eues à l'époque. Donc c'est pas forcément une question de droite ou de gauche. Effectivement, 60 millions est un journal qui émane d'un établissement public. Il y a certains ministres qui ne comprennent pas pourquoi on vient les emmerder alors que ça vient a priori d'eux. Donc il faut à chaque fois montrer effectivement que raconter que l'Institut est régi par un décret, et que la mission c'est d'informer le grand public de la manière la plus objective et indépendante possible, tout en gardant à l'esprit cette idée de défendre le consommateur. Et puis notre boulot, et ça fait partie de notre boulot, c'est de résister aux pressions politiques et économiques, sinon on ne ferait pas notre travail. Tout à fait. Messieurs, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous.